Madame, Monsieur, Yaorana, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce mercredi 6 novembre. Avec une large victoire face à Kamala Harris, Donald Trump devient le 47e président des États-Unis. Comment s'est passée cette soirée électorale riche en rebondissements? Qu'en pensent nos élus locaux et les touristes américains au fait noir? Réponse au début de ce journal. Le navire Aranui est de retour à Reykjavik aux Australes. Vous le verrez, c'est une aubaine pour la population de l'île qui voit son chiffre d'affaires boosté par l'afflux de touristes. Les habitants se réjouissent déjà de la future desserte de leur archipel par un nouveau cargo mixte. C'est le premier concours qu'elle lance. L'association Taprau, qui regroupe auteurs et illustrateurs, se mobilise pour faire vivre la culture polynésienne. Nous parlerons en détail de ces actions avec notre invité, Michel Levon. L'élection présidentielle américaine s'annonçait serrée, mais Donald Trump a déjoué les pronostics et s'est largement imposé face à Kamala Harris. On revient sur les temps forts de cette soirée électorale avec Esther Cuneo et l'AFP. Desk can now officially project that Donald Trump will become 2 heures du matin aux États-Unis, Fox News est le premier média à annoncer la victoire de Donald Trump. Si les deux candidats l'emportent dans leurs bastions respectifs, c'est le magnat de 78 ans qui a fait la course en tête. Mais ce sont les États clés qui lui permettent de prendre le large. Le candidat républicain décroche ainsi 5 swing states sur 6, de quoi franchir la barre des 270 grands électeurs nécessaires. Les résultats du premier État clé donnent le ton, suivis de ceux de la Géorgie. À 6h45, la prise de parole de la candidate est reportée au lendemain. Nous continuerons cette nuit à nous battre, à nous assurer que chaque vote est compté, que chaque voix s'est exprimée. Vous n'entendrez donc pas la vice-présidente ce soir. Les partisans de la vice-présidente quittent alors les lieux. Plus tard dans la soirée, les résultats de la Pennsylvanie, puis ceux du Wisconsin scellent la victoire. C'est gagné pour Donald Trump, qui remporte son pari. Dans le QG des Républicains, les pro-Trump laissent alors éclater leur joie. Du côté des démocrates, c'est la douche froide. Sans attendre le décompte final, le candidat républicain est monté sur scène pour revendiquer sa victoire. Nous avons écrit l'histoire pour une raison ce soir, et cette raison, c'est justement cela. Nous avons surmonté des obstacles que personne n'aurait cru possible. Et il est maintenant clair que nous avons réalisé la chose politique la plus incroyable. Regardez ce qui s'est passé, c'est fou. Political thing. Look what happened. Is this crazy? Le résultat du scrutin doit encore être validé par le vote des grands électeurs le 17 décembre. Le nouveau président prendra ensuite ses fonctions le 20 janvier. Autre analyse au lendemain de cette soirée électorale américaine, celle de Semir Alwardi. Le maître de conférence en sciences politiques nous a livré sa vision des conséquences éventuelles sur la région Indo-Pacifique. Des propos recueillis par Yann Roy et Thomas Chabrol. Alors là encore, je me base sur une réalité. Obama met en place dans les années 2010 un traité transpacifique avec les États d'Asie du Sud-Est. Qui est enclenché à partir de 2016. Or, Trump, quand il arrive au pouvoir, pour son premier mandat, il se retire du traité. Alors, petit à petit, il va mettre au point un axe indo-pacifique libre et ouvert, comme il dit, mais en réalité, il se désintéresse de la question. Il faudra attendre Biden qui revient au pouvoir, c'est-à-dire, on va dire, les hommes politiques classiques, pour qu'ils s'intéressent, pour que les États-Unis s'intéressent à cet axe indo-pacifique, ils mettent des moyens, mettent de l'argent, ouvrent des ambassades supplémentaires. Bon, que va faire Trump? Si jamais on se retrouve comme au premier mandat, eh bien, on peut craindre que Trump se concentre sur la menace, comme il dit, chinoise, décide de se concentrer sur les États-Unis, mette en place des mesures protectionnistes. On peut se poser la question, quid justement de l'Indo-Pacifique? Lors du premier passage de Trump,
comme Trump se désintéressait de l'axe Indo-Pacifique, le président Macron en a profité pour faire un axe nouveau dans l'Indo-Pacifique, qui était l'axe Paris, Canberra, Delhi. On se rappelle de cet axe-là que Biden, une fois au pouvoir, avait plus ou moins combattu. Est-ce que la France a l'intention de revenir de façon un peu plus marquée sur cet axe Indo-Pacifique? C'est une question. En fait, le fait que Trump revienne au pouvoir, ça crée ce qu'on appelle une anxiété internationale, une anxiété géopolitique, parce que il y a l'Indo-Pacifique, mais il y a aussi des conflits actuellement importants dans le monde, et on sait qu'on a affaire à un personnage assez disruptif, donc cela crée forcément de l'anxiété internationale. Et si la performance du candidat républicain est saluée en Polynésie, certaines de ses prises de position ne sont pas vues d'un bon œil. Mais du côté indépendantiste comme du côté autonomiste, on veut garder de bonnes relations avec ce partenaire économique de taille. Le reportage d'Esther Cuneo et Thomas Chabrol. Les États-Unis d'abord. Le retour du fameux slogan qui place les intérêts des Américains avant toute chose est-il de bon augure pour le Fénois? Au Tapura comme au Tavini, on n'a pas oublié les prises de position extrêmes du candidat républicain, ni la hausse des taxes douanières sur les produits de l'étranger. Une politique de repli économique qui laisse beaucoup de questions en suspens. Les États-Unis sont un partenaire économique important pour la Polynésie, soit pour le tourisme, c'est notre premier partenaire touristique. La majorité de notre poisson est exporté aux États-Unis. Les États-Unis, que ce soit Trump ou Joe Biden, est un partenaire important à la fois pour nous mais pour l'ensemble de l'Océanie. Et donc je pense que le gouvernement Broderson continuera de travailler avec l'administration Trump. Ça aura des conséquences sur l'Europe, ça c'est sûr, puisque la politique protectionniste de Trump vis-à-vis de la Chine va être augmentée cette fois-ci, ce qui fait que les Chinois, par réflexe, vont se rabattre sur l'Europe. Il y a aussi le marché touristique américain qui est un de nos principaux, sinon le principal pourvoyeur de nos touristes. Donc en général, quand le dollar est fort, les touristes américains voyagent plus. Donc on verra d'ici quelques temps les effets de cette nouvelle politique qu'il va mettre en œuvre. D'un côté comme de l'autre, on interroge surtout le retour d'un climato-sceptique au pouvoir. On sait bien que le réchauffement climatique vient principalement de ces grands pays, en particulier des États-Unis et d'autres pays comme la Chine, et que même si nous, on essaie de mettre en place des micro-solutions, si eux, ces grands pays-là, ne prennent pas position et justement ne font pas des actes forts pour préserver notre environnement, eh bien, on va toujours être les victimes. Et en ce sens, c'est vrai que le président Trump n'est pas trop dans cette mouvance-là. J'espère qu'il évoluera sur la question. Pour autant, le parti au pouvoir se montre optimiste sur les intentions du nouveau locataire de la Maison-Blanche et espère pouvoir le convaincre de l'intérêt des énergies vertes dans le Pacifique. Et sur le territoire, la victoire de Donald Trump a également été suivie par les touristes américains. Ils se sont livrés au micro d'Esther Cuneo et Thomas Chabrol. Je suis très heureux. Je ne pense pas qu'il y ait de meilleures choses pour les États-Unis. Nous avions besoin d'éliminer l'administration que nous avions. Je pense que les résultats d'hier soir montrent ce que les Américains veulent. Si les républicains prennent la Chambre des représentants et le Sénat, c'est encore mieux. Je suis triste, je n'ai pas voté pour lui. Il se concentre sur les États-Unis, c'est pourquoi il a probablement été élu. Il se concentre sur l'économie. Au niveau international, j'espère qu'il apportera des bonnes personnes. On verra comment ça se passe. Je vis à l'étranger, en Angleterre, même si je suis américain. Et on voit les choses différemment quand on vit à l'étranger. Je ne pense pas que ce soit bon pour le pays. Je pense que Donald Trump va tout faire pour que l'Amérique retrouve sa grandeur. Je pense que cette élection a apporté beaucoup de jeunes vers les bureaux de vote, les 20-30 ans. Et notre économie n'a pas été bonne ces 4 dernières années. Ça a été une grande lutte pour les jeunes. Donc, je pense que cela a joué un rôle dans cette élection et que ça l'a aidé à gagner.
On continue de parler de politique avec le Conseil des ministres délocalisé qui aura lieu ce vendredi. Le président du pays et 5 ministres de son gouvernement ont atterri à Reivave ce matin. Une courte étape avant d'embarquer sur l'Aranui à destination de Rapa. Le président devrait proposer aux quelques 400 habitants de l'île une connexion via OneWeb. Rapa est censé exprimer ses souhaits sur la réfection d'une salle omnisport et sur l'adduction d'eau potable. Moetai Broderson a justifié la longueur et le coût de ce déplacement devant la caméra de Mike Leral et Tiarenui Pahuyeri Philippon. Donc on a fait plusieurs réunions avant de prendre le bateau, aujourd'hui pour déjà préparer les éléments de réponse, parfois positifs, parfois négatifs, parfois avec un planning qu'il faut exposer donc, au Tavenin. Rapa, parfois j'ai des gens qui me disent pourquoi aller à Rapa, c'est 450 habitants. Mais oui, c'est 450 Polynésiens, ils sont au bout de notre fénois, mais il faut aller les voir. Et on vient de le voir, le navire Aranui est en déplacement à Reivave. S'il sillonne les Marquises depuis plus de 40 ans, il vient rarement aux Australes. Faire escale dans les îles de cet archipel devrait bientôt devenir chose courante. Les explications de Mike Leral et Tiarenui Pahuyeri Philippon. Pas de grand soleil pour célébrer le retour de l'Aranui aux Australes, mais la plupart de ces touristes ont fait le tour du monde pour découvrir cet archipel. Alors, pas question de rester à bord. Et même sous la pluie, Reivave les accueille chaleureusement. On est content d'avoir des tourismes parce que ici, la vie est très faible, on peut dire, parce qu'il n'y a pas d'économie. Avec le tourisme, on évolue. Tu vois, on évolue, il y a des mamans qui travaillent maintenant de plus en plus et ça aide le quotidien. Avec le tourisme, il y a beaucoup de sous qui rentrent. Chaque escale rapporte entre 500 000 et 1 million de francs par île, et même un peu plus si ces spécialistes de vannerie et de tifeifei parviennent à séduire les visiteurs. Souvent, ce séjour aux Australes est une deuxième expérience, comme pour ce couple de dentistes de Montréal. Il a quel il a un tout petit plus grand. Ouais. Vraiment un tout petit poignet. Hein. Et l'autre, ça va? L'autre, il est nickel, c'est un élastique. On a fait les Marquises il y a 3 ans, en famille aussi, bien sûr, et on avait vraiment trouvé l'expérience sur l'Aranui parfaite. Et c'est vrai qu'on s'était dit, on refera l'Aranui et du coup les Australes c'était parfait pour découvrir l'archipel. En fait c'est ça qui est top. Ils veulent revenir en Polynésie et refaire le bateau. Il y en a un certain nombre qui reviennent 2 fois voire 3 fois parce qu'il y a le Festival des Arts. Mais après cet engouement-là, ils nous demandent de proposer d'autres îles. C'est pour ça qu'on a fait des croisières tests sur plusieurs destinations, dont les Australes. Pour venir plus souvent au Tourapé sans pour autant délaisser la terre des hommes, la compagnie va se doter d'un nouveau cargo mixte, l'Aranoa. Il est attendu fin 2026 et devrait parcourir les Australes 2 fois par mois avec du fret et des visiteurs. Grâce à Aranoa, il y aura beaucoup de touristes qui vont venir à Reivave et ça va beaucoup développer l'économie touristique à Reivave. Et produits agricoles, la pêche et artisanale. Car le comité du tourisme local répartit les fonds et les tâches entre les paroisses de l'île. L'une a préparé le repas, une autre est chargée de l'animation. Ainsi, tout le monde apprécie ces touristes férus d'histoire et de culture, tous un peu aventuriers, car les trajets en baleinière sont bien plus sportifs qu'un tour de Paris en bus. Et on revient sur Tahiti avec ce drame. Un employé d'une entreprise d'agrégat a perdu la vie à la Punar'u. L'homme de 55 ans aurait été victime d'un écrasement thoracique sur le tapis de concassage de la société qui l'employait. Une enquête a été ouverte. En mode social, 2 préavis de grève ont été déposés en fin de journée, l'un à l'hôpital du Taone et l'autre à la polyclinique de Paufei. Sans accord, les grèves seront effectives mardi prochain à la première heure pour une durée illimitée. Retrouvez plus d'informations à ce sujet sur notre site TNTV News. On s'intéresse maintenant à cette matinée dédiée à la sécurité routière à vélo pour des élèves de Mahina. C'est une première dans cette commune. Au programme, des échanges, une projection de vidéos pédagogiques et un parcours sous l'œil des forces de l'ordre. Lagondon et Rarhauma Cheong étaient avec eux. Voilà, la roue, elle va représenter le rond-point. Hein. Casque vissé sur la tête et guidon en main, les élèves écoutent les dernières consignes de sécurité avant de se lancer. L'exercice est simple, faire le tour du parcours sans commettre une seule infraction au code de la route.
Le parcours qu'on a mis en place, déjà c'est un circuit fermé. Donc on a mis essentiellement les panneaux qu'on rencontre au quotidien sur la route. Ils sont plutôt intéressés par le parcours qu'on a mis en place et ils découvrent aussi la signification des panneaux, l'interdiction, les obligations. Aussi facile qu'il puisse paraître, l'exercice n'est pas aisé pour ces jeunes qui n'ont l'habitude de rouler que sur les petites routes de leur quartier. Au bout d'un tour, les élèves se rendent déjà compte de leurs erreurs. Il faut juste regarder tout le temps à gauche et à droite pour savoir s'il n'y aurait pas d'accident ou de danger. On a appris comment il faut faire, comment il faut tourner, tout ça. On a appris aussi à se stopper et à céder le passage. En Polynésie, 3 accidents sur 4 impliquent des 2 roues. Sensibiliser les plus jeunes aux dangers de la route pour s'adresser indirectement aux plus grands, c'est aussi ça, la stratégie des forces de l'ordre. On sensibilise les jeunes parce que souvent, en prenant les plus petits, quand les parents ne mettent pas la ceinture, quand ils sont un peu alcoolisés, qu'ils veulent prendre le volant, quand le petit bébé, le petit garçon de 4-5 ans, il dit à papa, t'as trop bu, il ne faut pas que tu prennes le volant, et bien le papa, il n'ose pas prendre le volant parce que c'est le petit. Voilà. Donc il faut les toucher au plus jeune âge, c'est une bonne chose aussi. À la fin de la matinée, tous les élèves ont reçu un kit contenant des éclairages arrière et avant pour leur vélo, ainsi qu'un gilet réfléchissant pour circuler en toute sécurité, même dans l'obscurité. Autre première, le concours d'écriture et d'illustration lancé par l'association Taprao. Elle invite les jeunes à s'exprimer autour d'un thème précis, celui de l'amitié. En parallèle, l'association annonce une conférence demain soir sur l'art oratoire. Avant d'en parler avec notre invité, voyez ce reportage de Sophie Gebel, Veiterenauta et Heimanu Manutei. Quand on aime les belles histoires, quoi de plus passionnant que d'en écrire une soi-même ? C'est par cette question que l'association Taparau invite les élèves de CM2 à se pencher sur le thème de l'amitié au travers d'un concours. Objectif, produire un texte ou une illustration en français ou en langue polynésienne. C'est ouvert, disons, dans les écoles aux enfants qui écrivent français, aux enfants qui écrivent tahitien, marquisien. C'est très important que les élèves écrivent. Bon, le témoignage d'Henri Hirault, les Polynésiens doivent écrire. Bon, ce qui est très rassurant, c'est qu'ils écrivent de plus en plus, qu'on a des très très bons écrivains. Taparau a proposé aussi que des écrivains membres de Taparau puissent intervenir dans les écoles pour aider les instituteurs et un petit peu stimuler les enfants, enfin leur apporter une petite aide, quoi. Donc ça peut se faire aussi. Les productions des élèves seront publiées dans un recueil et les lauréats seront récompensés par des lots. En parallèle, l'association Taparau organise également une conférence demain soir à la Maison de la Culture. Le thème choisi, l'art oratoire. Madame Flora Aurima de Vatin sera également présente, ainsi que Jean-Marc Regnault, pour parler de la culture de l'oralité en Polynésie. Mais moi, je vais davantage rester sur la tradition de Orero. Le Orero qui est une tradition très ancienne dans notre pays et comment moi j'ai collaboré au projet de formation des enseignants de Orero dans les écoles primaires. Cette conférence propose donc une réflexion autour de l'oralité ancienne, mais aussi des formes qu'elle prend dans le monde contemporain. Elle sera suivie d'un débat public. Pour y assister, rendez-vous demain soir à la Maison de la Culture à partir de 18h. Et on accueille sans plus attendre Michel Levon, auteur et membre de l'association Taprao. Yorana. Bonjour, bonjour à tout le monde de toute la Polynésie. La conférence évoquée dans ce reportage, c'est vous qui en avez eu l'idée suite à une rencontre que vous avez faite? Oui, tout à fait. J'étais à Rorotu et j'ai eu la chance de rencontrer un Orero et un personnage qui m'a fascinée, qui m'a raconté comment il était devenu Orero, le choix de la communauté à son égard parce qu'il s'exprimait bien et la peur qu'il a eue la première fois qu'il a dû parler des généalogies et qu'il s'est retrouvé lors du terré devant une maison à devoir décliner toute une généalogie et il s'est dit qu'il n'en était pas capable et puis tout d'un coup il a vu toutes les personnes apparaître devant lui. Et j'ai trouvé cela fascinant et j'ai voulu en savoir plus sur donc cet art oratoire, sur le rôle de l'Orero. Voilà, puisque j'ai appris depuis que en fait l'Orero c'est à la fois le personnage et l'art oratoire. Cette conférence sera l'occasion de réfléchir sur cet art oratoire, sur sa forme ancienne, mais aussi sur ses différentes formes dans le monde d'aujourd'hui. Qu'entendez-vous par là ?
Eh bien, aujourd'hui, disons que autrefois, c'était totalement réservé à des adultes. Et à l'heure actuelle, eh bien, c'est entré dans les écoles depuis 2008, excusez-moi. C'est devenu un support pédagogique pour permettre aux jeunes Polynésiens de s'approprier leur langue et de s'exprimer en public en réo maori. Donc, par contre, c'est souvent controversé à l'heure actuelle. Il y a une polémique à ce sujet-là et je voulais qu'on en parle aussi lors de cette soirée. Votre association Taprau a impulsé un autre événement, et c'est le concours d'écriture et d'illustration sur le thème de l'amitié. Vous avez prolongé le délai d'inscription car il y avait trop peu de participants pour l'instant. À quoi est-ce dû selon vous ? Je pense que c'est dû peut-être à un manque d'information. C'est pour cela que je suis là ce soir. Et puis aussi probablement parce que je sais que pour avoir été dans le monde des enseignants, je sais que très souvent les enseignants sont sollicités par beaucoup d'actions et que peut-être ils n'ont pas compris vraiment l'intérêt de ce concours pour la jeunesse de Polynésie, puisque c'est pour la première fois qu'ils pourront s'exprimer. Il y aura un concours en langue en réo maori et en français. Donc ils ont le choix des langues. Et les enseignants auront jusqu'au 15 décembre, c'est bien ça, pour inscrire leurs élèves ? C'est tout à fait ça, oui. En plus du concours, votre association est présente dans de nombreux salons, fait des conférences et intervient dans les écoles, vous l'avez abordé. Votre objectif, c'est d'inciter les jeunes et les moins jeunes à écrire, tenter de leur donner le goût de la lecture. C'est un combat de tous les jours ? C'est un combat de tous les jours, oui, bien sûr, puisqu'il y a encore très peu d'écrivains, de jeunes écrivains, de toute façon. Ça commence à venir, on commence à en avoir de plus en plus dans l'association et cela nous fait vraiment plaisir, mais je pense qu'il faut vraiment que les jeunes comprennent que la lecture et l'écriture c'est quelque chose d'important pour pouvoir transmettre son héritage et son histoire. Eh bien, merci beaucoup Michèle Levon d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci, au revoir. Hier soir, notre reine de beauté, Temanava Domingo, s'est envolée pour Paris. Pendant plusieurs semaines, elle va se préparer en enchaînant les répétitions pour tenter de décrocher la prestigieuse couronne de Miss France. Le concours aura lieu le 14 décembre à l'Arena Futuroscope. Temanava Domingo s'est exprimée avant son grand départ au micro d'Esther Cuneo. Alors l'aventure commence officiellement le 14 novembre, l'élection a lieu le 14 décembre, donc c'est un mois tout pile pour tout donner, pour s'amuser et pour aller le plus loin possible. C'est un mélange de plein d'émotions, c'est assez incroyable, je pense que je pourrais pas trop le décrire avec des mots, mais je sais que ce qui m'attend c'est magique, c'est une belle opportunité, donc je compte profiter pleinement et vivre cette expérience, oui. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez vos émissions au goût du jour et de 0 à 100 km/h. Très belle soirée à tous, on se retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.